Merci de nous rejoindre sur Cette économie, l'émission de décideurs, dirigeants et experts qui bâtissent cette Afrique émergente de demain. À propos de demain, l'un des défis majeurs de l'Afrique sera de nourrir sa population. Tenez-vous bien, à l'horizon 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Selon le rapport du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF, 40% des enfants de moins de 5 ans dans le monde vivront sur le continent africain. Et la population actuelle de l'Afrique, 1,2 milliard d'habitants, va doubler. Il faudra nourrir 2,4 milliards de personnes dans 35 ans. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Programme agricole industriel par-ci, programme de petite agriculture familiale par-là, l'Afrique s'organise malgré les contingences diverses, non seulement pour répondre à cet impératif de nourrir sa population, mais aussi pour les Africains, importateurs des denrées alimentaires, de se réapproprier son économie agricole. La petite agriculture peut-elle être un business rentable, une opportunité d'affaires susceptible de générer des revenus et de créer des emplois? Notre invité, M. Pascal Pomarel, directeur général de l'IGAD, chargé de l'exécution du PRODIAG, programme gouvernemental gabonais pour soutenir et développer la petite agriculture, va nous aider à décrypter la réponse. Esprit et vision du PRODIAG, exécution de ce programme entre 2010 et 2013, les chiffres actuels du PRODIAG, le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, telles sont les principales articulations de cette émission. Monsieur Pomarel, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de l'IGAD et vous conduisez un partenariat, un projet, le PRODIAG. C'est quoi le PRODIAG exactement? Alors le PRODIAG, c'est avant tout un projet du ministère de l'Agriculture qui vise à mettre en œuvre un des objectifs du PSGE, qui est de contribuer à la sécurité alimentaire dans le pays. Donc, c'est un pays qui vise à promouvoir la petite entreprise familiale en vue d'augmenter cette production. Alors, l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement que vous dirigez, est un partenariat entre l'État gabonais, résulte d'un partenariat, si je me trompe, entre l'État gabonais et AgriSud International. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette organisation brièvement? Alors, d'abord, plus qu'un partenariat, AgriSud International est le fils créé par l'État gabonais. Le partenariat, il était avant tout un partenariat entre ELF et l'État gabonais. ELF, aujourd'hui Total Gabon. Exactement. Au niveau du Congo, votre pays voisin, il y avait eu un partenariat qui s'était développé entre ces deux pays, il y a maintenant à peu près 25 ans, qui avait abouti à faire en sorte que les revenus pétroliers puissent développer une ceinture verte autour de la capitale du Congo, Brazzaville. Lorsque le président gabonais de l'époque était allé dans ce pays, il s'était dit, mais vraiment, il y a une idée intéressante qu'il faudrait nous aussi développer, puisque nous aussi, ELF est présent chez nous. Et donc, il a voulu mettre en place cette structure, mais dans un premier temps, a été confronté à des difficultés pour pouvoir réellement mettre du corps aux activités. Alors, comment a-t-on procédé ? Et justement, c'est de là qu'est né AgriSud International. C'est un réseau qui a apporté sa technicité pour et le Congo et le Gabon. Et donc, AgriSud est né depuis ce moment-là pour apporter cette expertise technique aux deux pays en même temps. Alors, AgriSud International, quelle était la vision en matière de production agricole? Quelle est la vision stratégique d'AgriSud International? Alors, tout d'abord, la vision première de AgriSud International, c'est une vision qui est de réinsérer socialement des jeunes qui étaient un petit peu en rupture avec la société dans un tissu économique viable et rentable. Donc, c'est mettre en place des petites entreprises dans lesquelles ces jeunes qui avaient au départ fui l'agriculture traditionnelle de leurs parents, qui se retrouvaient dans les milieux en ville sans emploi. Et il était question donc de leur montrer
qu'on peut développer une agriculture qui pourra nourrir leur famille et qui est adaptée à notre époque. Alors, avant de lancer le PRODIAG, que nous allons expliquer tout à l'heure, nous allons voir, l'IGAD, l'Institut Gabonais d'appui au développement, a lancé un autre projet, le PADAP. Et c'est finalement la ceinture verte que vous rêviez à l'époque a vu le jour. Alors, cette ceinture verte, ce n'est pas... J'allais dire que parler de ceinture verte au niveau du Gabon, alors qu'on est entouré de forêts, c'est dans l'esprit du Gabon, la ceinture verte, c'est d'avoir à ses portes une production vivrière qui se développe pour nourrir la capitale. Ce n'est pas l'idée qu'on peut avoir de la ceinture verte dans le Sahel, qui est pour empêcher la désertification. Au niveau du Gabon, c'est plutôt de rapprocher le consommateur des sites où on produit. Donc, il était question de développer des périmètres maraîchers et des élevages sur ces périmètres pour apporter d'un côté la matière organique nécessaire au maraîchage et de l'autre côté avoir une fourniture aussi en viande pour la population. Ce périmètre est-il né et à quelle faveur? Est-il né réellement à Libreville? Alors, c'est même bien, vous parliez tout à l'heure du PADAP, mais c'est bien avant le PADAP puisque ces premiers périmètres ont été installés justement depuis 1993. Le premier a eu lieu à Ovendo, qui était le plus important de l'époque. Et puis le deuxième, c'est à ADL, sur un site d'ADL. Aéroport de Libreville. Voilà. Et le troisième site, c'est sur la place même de nos bureaux, au PK8. Donc ce sont trois grands sites maraîchers qui totalisent déjà une grande surface maraîchère et qui contribuent, depuis qu'elle existe, à alimenter en fruits et en légumes plus de 50% des légumes qui sont consommés dans la capitale. Alors, on va dire que l'IGAD dispose donc d'une expérience et en 2009-2010, l'IGAD, l'Institut Gabonais d'appui au développement, va lancer le PRODIAG. Est-ce qu'on peut avoir la vision? Quels sont les objectifs? Quels ont été les objectifs à l'origine de ce programme? Alors, l'IGAD fait directement suite au PADAP dont vous avez tout à l'heure parlé. Cette vision du PADAP, qui était née dans la phase donc, de 2005 à 2010, c'était de dire, après que l'IGAD se soit principalement intéressé à la ceinture verte, c'est-à-dire la zone de l'estuaire, l'État a voulu aussi développer l'agriculture au niveau des provinces, et notamment en s'intéressant aux vivriers. Est-ce que vous voulez dire qu'à partir du PADAP, donc cette ceinture verte légumière autour de Libreville, les résultats vous ont permis de vous projeter et de penser qu'on peut désormais développer un programme sur l'ensemble du territoire national? Alors, non seulement la ceinture verte avec la production de légumes a été une réussite, puisque comme je vous dis, ça a contribué à fortement augmenter la production nationale à l'intérieur du pays, mais il y a eu en même temps une volonté de diversification de l'État. L'État a dit, mais puisque vous avez réussi au niveau du maraîchage, il faut aussi s'intéresser aux vivriers, dans lequel nous sommes encore trop dépendants de l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez effectivement, suite à cette orientation, le PRODIAG, le programme d'investissement et de développement agricole du Gabon, a été mis sur pied. Est-ce qu'on peut avoir les principaux objectifs autant pour moi? Alors, le PRODIAG a 4 objectifs majeurs. Tout d'abord, il continue à développer les zones maraîchères. Donc, on l'avait vu, ce maraîchage, c'était dans un premier temps vraiment concentré au niveau de la ceinture verte de Libreville. Avec le PADAP, avait commencé autour de certains chefs-lieux de province, et avec l'IGAD, ce maraîchage se développe à grande échelle au niveau de toutes les villes qui ont déjà une capacité d'absorption de ces productions. Donc ça, production maraîchère, qui est son développement pour petit à petit, on se rapproche de l'autosuffisance
par rapport à ce que, que le Gabon peut produire. Les autres productions sont le vivrier. Dans le vivrier, il y a... Vous ciblez combien de cultures dans le vivrier? Dans le vivrier, il y a deux cultures majeures qui sont la banane et le manioc. La banane représentant environ 60% de la production et le manioc à peu près 40%. À partir de cette année, nous diversifions un petit peu pour pouvoir répondre encore à d'autres objectifs. Nous commençons à faire du maïs et du soja pour des petites provenderies que nous sommes en train de développer dans deux provinces. Il va y avoir une petite provenderie créée dans le Haut-Ogooué et une dans l'Angounié. Nous allons voir tout à l'heure les questions de provenderie, mais revenons un peu sur les objectifs. Vous avez dit 60% de bananes et 40% de manioc. Qu'est-ce qui commande alors l'arrêt, le fait d'arrêter ces pourcentages, le fait de choisir ces pourcentages? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est pour répondre au marché? Ou bien vous pensez que l'agriculture en termes de production des bananes est plus rentable que l'agriculture en termes de production de manioc? Qu'est-ce qui a présidé à ces choix? Ce n'est pas un choix, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de développement de ces productions et c'est en fonction de la demande des populations que les productions sont choisies par eux. Ce n'est pas, nous appuyons ce que sollicitent les populations. Il peut exister, mais vraiment d'une façon anecdotique, certains qui vont choisir l'igname. Mais de manière globale, d'une manière globale, les gens choisissent ces deux types de production qui sont aussi les plus consommés dans le pays et donc pour lesquels les gens savent très bien qu'ils ont un écoulement facile. Est-ce qu'au niveau des LIGAD, quand vous avez lancé le programme, vous avez une lecture des différents marchés? Est-ce que vous avez un outil pour mesurer le marché, pour savoir qu'à telle période, à telle autre, tel produit est plus demandé qu'un autre? Alors, en effet, l'IGAD a mis en place depuis 2005 un système d'information des marchés. Ce système d'information des marchés est basé principalement au niveau de l'estuaire et des chefs-lieux de province. Il fait une collecte d'informations par quinzaine. Et tous les 15 jours? Tous les 15 jours. À ce niveau-là, ce système collecte les prix de vente sur le marché. Il collecte aussi les quantités qui sont produites et il collecte la provenance de ces produits. C'est-à-dire provenance nationale ou importation. Est-ce qu'on peut dire que l'IGAD a finalement, au bout de cette expérience, constitué une banque de données susceptible d'alimenter les promoteurs, de permettre aux promoteurs de faire des projections? Parce que l'un des problèmes aussi en Afrique, c'est d'avoir des données fiables pour pouvoir se lancer dans une affaire. Alors, tout d'abord, ces données, en effet, sont partagées et très souvent, le ministère de l'économie nous demande de les avoir et Graine lui-même s'est appuyé sur nos propres données pour faire ses analyses. Le programme Graine qui est un autre programme agricole. Exactement. Donc, mais nous le rappelons malgré tout, pour certaines données de production, elles sont centrées sur nos propres données, ce n'est pas la totalité. Donc, il faut comprendre les modalités de cette collecte, mais c'est vrai que c'est une source de données fiable à partir du moment où on sait exactement comment ce type d'information est collecté. Alors, en 2010, le PRODIAG est lancé, 2009-2010. Quel était le coût prévisionnel de ce projet qui devait durer 5 ans? Alors, ce projet qui devait durer 5 ans avait un financement de 20 millions d'euros, dont 16 millions par l'AFD, 4 millions par l'État. Au niveau transmis en francs CFA,
j'arrondis, ça fait à peu près 13 milliards 800 millions de francs CFA, dont 10 milliards 500 millions qui est sous forme du FINEX, qui est apporté directement par l'AFD, mais sous la forme d'un prêt que l'État rembourse d'une façon différée. C'est-à-dire que l'État ne commence le remboursement de ce prêt que lorsque la totalité du projet est mise en œuvre, ce qui fait que, normalement, les ressources générées par la production doivent servir à l'État à mieux supporter cela, parce que la richesse créée dépasse ce que l'État doit rembourser. Alors, vous parlez de 13 milliards 800 millions à peu près. Quelle a été l'implication de l'AFD, le partenaire financier, dans ce projet? Comment ça s'est traduit dans les faits? Comment on signe si jamais un pays africain voulait se lancer dans ce type de projet? Quelle a été la démarche entre l'État gabonais et l'AFD? Alors, d'abord, c'est l'État gabonais qui définit sa stratégie et qui définit le type de programme qu'il peut solliciter. Après, il y a des négociations pour le mettre en adéquation. L'AFD ne décide pas à la place des États. L'AFD montre au niveau des États ce qu'elle est prête à appuyer dans le cadre de la stratégie des États. Donc, dans le cadre du PSGE, l'AFD a proposé son appui pour mettre, entre autres, en place le PRODIAG. Donc, à ce niveau-là, les projets sont conçus au niveau du ministère, soumis à l'AFD. Soumis à l'AFD, qui, après, dans sa phase d'exécution, fait simplement attention que la mise en œuvre se fait conformément à ce qui a été prévu. Lors de nos échanges d'avant-enregistrement, vous avez parlé d'une visite de l'AFD sur le périmètre d'Ali Bandeng, oui, au nord de Libreville. Quel est le but de ce genre de visite du partenaire financier? Alors, celle d'Ali Bandeng s'inscrit dans un tout autre cadre, puisque, en fait, c'est le personnel de l'AFD France qui, les nouvelles recrues de l'année, font l'objet, pour ceux qui sont dans cette thématique développement durable, d'une formation qui, alternativement, se fait dans différents pays. Donc cette année, leur formation s'est faite au niveau du Gabon, et pendant leur formation, ils voient des actions qui, dans le temps, ont été financées par l'AFD pour mieux comprendre qu'est-ce que fait l'AFD. Donc là cette visite avait pour but de former, j'allais dire, ces stagiaires, qui sont ces nouvelles recrues de l'AFD, afin qu'ils soient plus efficaces après dans le travail qu'ils auront à accomplir. Mais l'AFD fait aussi des missions de supervision annuelles. Donc, ça, c'est dans la semaine du 7 au 12 décembre. Il va y avoir une mission du chargé de programme ici, qui est chargé à chaque fois de voir comment le programme a évolué et est-ce qu'il y a besoin d'adapter. Parce que tant qu'on n'adapte pas, on est contraint de respecter les termes exacts de la Convention. Si, parce qu'on est confronté à des difficultés spécifiques, il y a besoin de corriger, à ce moment-là, on voit avec le partenaire financier et avec l'État, parce que c'est bien sûr les deux qui décident ensemble, on voit est-ce qu'il y a lieu de faire une adaptation. Cette adaptation, en fonction de ce à quoi elle concerne, elle peut se faire par simple instruction ou elle génère un avenant si ça interfère vraiment sur l'exécution du projet. Pas sur l'exécution, mais sur des termes de la Convention. Je veux dire, vous échangez, vous êtes au milieu entre l'État gabonais et le partenaire financier. Est-ce qu'à partir de votre expérience, vous êtes longtemps dans le secteur agricole, je ne vous ai pas présenté, vous êtes aussi ancien directeur général de SUCAF,
vous avez été à SUCAF au Gabon? Non, non, ça c'est mon prédécesseur qui est parti comme directeur général de SUCAF Gabon. Moi, j'ai été longtemps en Afrique sur différents pays de développement, tous les pays en développement et sur des programmes pour certains financés par l'AFD, pour d'autres financés par l'Union européenne, pour d'autres encore par la Banque mondiale. Justement, il y a cette expérience-là. Vous, en tant que personnalité ressource, quelqu'un qui a suivi ces projets, est-ce que vous comprenez, vous pensez aujourd'hui que les financiers, les bailleurs de fonds comprennent toujours le langage technique des producteurs, des petits exploitants? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette circulation d'informations, un financier qui comprend mieux l'agriculteur qui essaie de comprendre les exigences du financier? Mais écoutez, moi j'avoue que je me félicite des relations que l'on a avec l'AFD, qui est un partenaire dans lequel, bien sûr, les procédures sont fondamentales, mais les procédures sont quand même assez souples pour pouvoir accompagner efficacement les actions. C'est vrai qu'il y a d'autres partenaires pour lesquels la procédure devient presque le but en soi et l'action devient anecdotique. On voit même des partenaires qui ne vont même plus sur le terrain voir les actions. À ce niveau, ça marche bien. À ce niveau, c'est excellent. Alors, nous recevons M. Pomarel, le directeur général de l'IGAD. Nous sommes en train de débattre de la petite agriculture. Peut-elle être un véritable business, une source, une opportunité d'affaires pour les petits exploitants agricoles africains? Nous étions en train de brosser la relation entre l'AFD et l'État gabonais, en train de voir comment est né l'IGAD et certains petits projets. Tout à l'heure, nous allons mettre l'accent justement sur le PRODIAG, ce petit programme entre 2010 et 2013, voir comment cela s'est produit. Mais juste avant, une pause et nous nous retrouvons. Merci de revenir sur ce plateau, merci d'être de nôtre. Vous êtes toujours sur Cette économie et nous recevons M. Pomarel, directeur général de l'IGAD, l'Institut gabonais d'appui au développement. Avec lui, nous allons essayer de comprendre si la petite agriculture peut être source d'emploi stables, source de revenus, source de prospérité. Au Gabon, il a été initié un programme, le PRODIAG, Programme de développement des investissements agricoles du Gabon, qui est exécuté justement par l'IGAD. Et là, nous sommes en train de voir le point d'exécution entre 2010 et 2013. Vous avez lancé le projet, comment a-t-il fonctionné? Alors, le projet, actuellement, est vers la fin de sa phase d'exécution, puisque 2016, c'est sa dernière année. Vous avez fait remarquer qu'il a commencé en 2010. Dans la réalité, concrètement, sur le terrain, les actions n'ont commencé qu'au premier semestre, qu'au deuxième semestre 2013. Justement, l'occasion d'apprécier entre 2010 et le second semestre 2013, et ce qui s'est passé. Pourquoi tout ce temps, 3 ans à peu près, sur les 5 que compte le programme? Alors, tout d'abord, il y a des phases qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'un projet, il est toujours conçu d'une façon conceptuelle. Une fois qu'on est dans la mise en œuvre, on doit adapter. Donc, quand vous dites qu'il est conçu de façon conceptuelle, le petit agriculteur qui nous suit depuis Bamako ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire par là. Il en est de même des petits agriculteurs du Gabon, phase conceptuelle. C'est quoi précisément? C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, l'État va se dire on a besoin d'avoir une meilleure production de bananes et on veut avoir 15 000 tonnes. Bon, je dis 15 000 comme je dirais un autre chiffre. Mais après, concrètement, dans cette mise en œuvre, il faut savoir où est-ce qu'on va faire cette banane. Ce n'est pas à l'avance que l'on va définir, on va faire ici, 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 puisque cela va dépendre bien sûr des producteurs que l'on va rencontrer.
Cela va dépendre des conditions agroécologiques, cela va dépendre de la disponibilité foncière. Donc tout cela, une fois qu'on a les objectifs globaux du programme, il va falloir dans un premier temps les adapter au niveau des provinces. Donc il faut déjà faire un peu une enquête pour que chaque province fasse ressortir quelles sont les attentes des villageois. Il n'est pas question d'imposer un tel type de programme, c'est-à-dire déjà conçu, et vous dites aux populations ou à ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, voici, choisissez. C'est une interaction, c'est participatif. Ce qui est défini, ce sont les objectifs. Après, à l'avance, je ne peux pas dire c'est avec un tel ou un tel que je vais travailler. Donc il y a toute une campagne pour que les gens sachent que l'État a mis à la disposition un appui qui doit leur permettre, pour certains, de développer des activités d'élevage, pour d'autres, développer de la banane, pour d'autres, du manioc, etc. Donc, il y a toute une phase de communication auprès de ce que l'État met à leur disposition, et on doit après collecter ces informations. Selon à partir de votre expérience, vous avez été un peu partout sur le continent africain. Généralement, cette phase de conception, quand on arrête le programme, on signe la convention, avant son lancement, ça prend en moyenne combien de temps? Alors, d'abord, il y a des pays où l'agriculture est beaucoup plus développée, et dans ce cas-là, cette phase est un peu réduite. Bon, dans les pays moins agricoles comme le Gabon? Voilà. Ici, le problème qui est assez généralement rencontré par tous ceux qui travaillent, c'est que les agriculteurs qui sont vraiment des agriculteurs sont déjà d'une génération même qui sont souvent plus vieux que moi. Et la jeunesse, pour laquelle pourtant l'État essaye de montrer qu'il y a une agriculture moderne, cette jeunesse au départ, elle ne fonce pas vers ces projets, et c'est petit à petit qu'elle se dit mais oui c'est vrai, ça peut être intéressant parce que je veux tenter mon expérience. Alors quels étaient les principaux freins, les principaux obstacles que vous avez rencontrés dans la mise en œuvre de ce programme entre 2010 et 2013? Alors, les deux principaux freins, ce sont tout d'abord les personnes motivées pour pouvoir s'investir dans l'activité. Le deuxième frein, c'est la disponibilité d'un foncier dans lequel on peut trouver un espace suffisamment important pour pouvoir installer les groupes sur les périmètres groupés qui sont prévus. Et il y a certainement, vous avez accordé un temps de réflexion, c'est là, vous avez évoqué les jeunes, pour parler d'eux qui ne sont pas motivés par l'agriculture. Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques idées de ce qui fait en sorte que les jeunes Africains ne s'intéressent pas, les jeunes Gabonais ne se soient pas intéressés très tôt à cette activité? C'est un manque de revenus? Alors, moi je pense d'abord que le Gabon aussi vit dans un Eldorado. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays forestier qui a beaucoup de richesses naturelles, et l'agriculture n'est pas quelque chose qui a été vital pour le pays. Donc il n'y a jamais eu beaucoup d'agriculteurs. D'abord, le pays n'est pas très peuplé. Donc l'ensemble de ces facteurs fait qu'il n'y a pas une culture ancestrale de l'agriculture. Cette agriculture, elle est malgré tout, même lorsqu'elle s'est développée, elle était assez récente. Est-ce que le choix aussi n'est pas dû au fait qu'on n'a pas eu, ces jeunes agriculteurs n'ont pas eu suffisamment de visibilité quant aux revenus qu'ils pouvaient tirer de cette activité? Le fait de savoir que dans le pétrole, je gagne 800 000, en allant enseigner, je gagne en moyenne 400 000 francs, et je ne sais pas ce que je vais gagner en pratiquant l'agriculture, est-ce que ça, ce n'est pas déterminant dans le choix des jeunes? Alors, c'est peut-être plus que le choix des jeunes, moi je pense que c'est dans le choix des parents. Dans beaucoup de villages, je suis étonné de voir
les vieux qui sont au champ pendant des vacances avec les jeunes qui vont boire au village pendant que leur maman souffre. Et ces parents n'ont pas habitué leurs enfants à travailler avec eux, avec la terre. Au contraire, on a un peu l'impression que très jeunes, ils cherchaient à les envoyer en ville pour essayer, comme vous le disiez, d'être mobilisés sur d'autres activités. Eux-mêmes trouvaient le travail dur et ils ne voulaient pas que leurs enfants pratiquent cette agriculture. Donc, ils n'ont pas donné ce goût de la terre. Est-ce qu'à l'IGAD, vous pensez désormais à ce qu'il faut une agriculture moins pénible? Est-ce qu'il y a aujourd'hui l'intégration de ce paramètre dans la conception future de vos projets? Alors, dans tous les cas, il est évident qu'on ne peut pas attirer une jeunesse en lui disant « vous allez développer une activité du passé ». Pour attirer la jeunesse, il faut qu'elle se sente impliquée dans une activité du futur. La jeunesse a toute sa vie devant elle et elle ne veut pas avoir l'impression qu'elle vit dans un autre temps. Donc, il est évident que l'agriculture que l'on propose doit être une agriculture de l'avenir et donc s'appuyer sur des techniques modernes. La mécanisation, par exemple. Il y a d'un côté la mécanisation, de l'autre côté, ça va aussi de pair, j'allais dire en premier, c'est la sédentarisation de la culture vivrière. Travailler sur place, c'est ça. Travailler sur place, parce que l'activité la plus dure pour un exploitant, c'est la première année après le débroussage. Cette première année, et surtout en zone de forêt où il y a une énorme végétation au niveau du Gabon, c'est une richesse, mais c'est aussi beaucoup de sueur à verser. Cette première année est exténuante et les vieux étaient fiers de la sueur qu'ils versaient. Les jeunes n'ont pas ce goût justement de cette sueur versée pour cette activité. Et moi, souvent je le dis aux parents, il faut qu'ils soient fiers de leur sueur. Il y a des métiers dans lesquels on doit transpirer. Vous êtes peut-être un amateur de football et vous-même vous saurez qu'un joueur qui ne va pas se démener sur le terrain, on va dire, mais regardez, il n'a même pas mouillé son maillot. Donc, pour un joueur, c'est une fierté d'avoir mouillé son maillot. Pourquoi pour un travailleur manuel, ça ne pourrait pas être une fierté? Bien sûr on ne fait pas que cela, mais l'agriculture reste de toute façon, même avec la mécanisation, un métier qui a des moments qui sont un peu difficiles, mais il faut simplement être fier. Et il ne faut pas oublier que sans agriculture, il n'y a pas de ville, parce que c'est l'agriculture qui permet de nourrir les villes. Tout à l'heure, vous le disiez... Peut-on gagner sa vie en travaillant dans la petite agriculture? Bien sûr. Vivre bien, envoyer ses enfants à l'école, à partir des chiffres que vous avez à l'IGAD? Écoutez, non seulement à partir des chiffres que l'on a au niveau de l'IGAD, mais aussi à partir des expériences développées précédemment dans d'autres pays. Vous savez que moi j'ai vu des hauts fonctionnaires au niveau du Cameroun qui ont démissionné de la fonction publique alors qu'ils étaient directeurs généraux pour se lancer dans des cultures dans lesquelles maintenant ils traitent tous les fonctionnaires de petits. Donc là, ce n'est bien sûr pas tout le monde qui peut arriver à cela, mais ce que je veux dire, c'est que cette agriculture que l'on développe à notre niveau, c'est une agriculture qui permet à la jeunesse déjà d'avoir des revenus réguliers et qui permettent de nourrir normalement sa famille. Alors, vous avez évoqué, on l'a compris, que la petite agriculture, mais à partir de quelle superficie moyenne pour celui qui veut planter par exemple de l'amarante, ce que nous appelons le folon en Afrique, à partir de quelle superficie moyenne quelqu'un, un petit exploitant, peut-il estimer mieux vivre?
Alors, tirer des revenus? Il y a quelques exemples comme ça pour... là, vous parlez de l'amarante. Ça peut être l'oseille, voilà. la tomate, Oui, l'oignon. alors, nous, on ne va pas parler dans ce cas-là d'une culture spécifique, on va parler au niveau du maraîchage. Au niveau du maraîchage, en fonction des zones, nous pensons qu'il faut entre 800 et 1000 mètres carrés pour avoir un revenu que les gens vont générer autour de 450 000 par mois. 450 000 par mois. Alors, vous parliez de l'amarante, mais les gens ne peuvent pas faire de la monoculture. L'amarante, ça va être à certaines périodes et tout ça. Donc ça, c'est l'activité maraîchère sur laquelle on développe, différents types de cultures en simultané. Et c'est sur ces 1000 mètres carrés que répartis, ce n'est pas uniforme. Hein. Il y a des mois de l'année où la production est plus ou moins importante. Mais si vous faites l'ensemble des revenus de l'année répartis après par 12, vous êtes à un revenu moyen de 450 000. 450 000 par mois. Pour le maraîchage. Pour le maraîchage. Vous avez parlé d'une deuxième difficulté, c'est le foncier. Le Prodiag a ambitionné de s'installer dans les 9 provinces du Gabon. Comment ça s'est traduit, cette difficulté du foncier? Le foncier, c'est la terre. Oui. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que nous avions à rechercher du foncier? Nous avions à rechercher du foncier parce que, contrairement au PADAP, où nous travaillons directement chez des exploitants, nous appuyons le développement de leur propre exploitation. Chez eux, donc, ils avaient leur propre surface. Ce que nous avons constaté, et avec l'État, c'est que malgré tout, il y a des jeunes qui, au bout d'un moment, se fatiguaient et désistaient. Et dans ce cas-là, l'investissement de départ, qui est cet aménagement de la parcelle, qui est le coût le plus élevé qui est apporté dans le cadre du Prodiag, c'était un investissement perdu. Donc, l'État... Et vous avez pensé qu'il fallait changer Voilà. L'État, avec nous, nous avons pensé qu'il fallait plutôt installer sur des périmètres groupés, sécurisés, par un acte ce n'est pas un titre foncier, ça reste une procédure simplifiée qui est sécurisée par le fait que l'ensemble des autorités villageoises, le conseil départemental de l'agriculture et le préfet valident un espace qui est délimité au GPS et pour dire cette surface est réservée à l'agriculture. Au périmètre? Au périmètre, voilà. Et ce périmètre-là, après, nous le mettons en valeur. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce périmètre? Qu'ambitionnez-vous de mettre sur ce périmètre? L'ensemble des activités, élevage, maraîchage, vivrier. Comment vous avez conçu ça? Alors, pour ce qui est du maraîchage, ça, nous sommes en périurbain, c'est uniquement autour des grandes villes, dans lequel on est vraiment dans le périurbain. Et les élevages accompagnent ce maraîchage, donc sont sur les mêmes sites que les sites maraîchers, et ils servent d'un côté à apporter la viande à la population, mais aussi et surtout, j'allais dire, à apporter la matière organique pour l'activité maraîchère. Donc ça, on est vraiment dans le périurbain. Le vivrier, par contre, c'est au niveau des villages. Il faut des espaces plus grands? Alors, il faut des espaces qui sont plus grands, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il suffit de 1 hectare pour faire un périmètre maraîcher. Par contre, pour faire un périmètre vivrier, c'est 3 hectares de réservés pour un seul exploitant, et qu'en principe, nous installons entre 5, 10, quelquefois même plus, exploitants sur le même site. Donc, si on en a 5, il y a donc 15 hectares qui sont réservés. Sachant que nous aménageons que 1 hectare sur les 3. Donc, au départ, nous aménageons 5 hectares sur un site où il y a 5 exploitants. Nous aménageons 5 hectares et le reste, c'est une réserve qu'ils vont petit à petit agrandir en utilisant les revenus que l'État a investis pour eux là-dessus. L'IGAD ou le ministère ne demande pas de remboursement.
Le remboursement, finalement, c'est, au lieu de rembourser, développer davantage la surface qui vous est attribuée. Et ce travail de recherche de périmètre, lors du lancement de Prodiag, a pris du temps. Il fallait des discussions. Qu'est-ce qu'il explique? Alors, la difficulté pour trouver du foncier, c'est toujours problématique parce que même si officiellement il n'y a pas une propriété foncière et que l'État est propriétaire des terres, vous savez vous-même que traditionnellement, il y a des familles qui pensent qu'ils sont propriétaires de tel et tel espace. Et vous savez vous-même qu'on ne peut pas aller contre les pouvoirs traditionnels. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre, il s'agit d'amener la communauté à comprendre que l'État, en voulant installer un périmètre, ce n'est pas que l'État s'approprie des terrains, c'est que sur cette zone-là, ils vont développer un savoir-faire pour apprendre à leur jeunesse à développer une agriculture viable, cette agriculture étant la survie de leur village. Et donc, il était nécessaire dans le Prodiag de discuter avec les populations pour qu'il n'y ait pas de questions de protestation, de conflits entre les apporteurs du projet et les bénéficiaires du projet. Exactement. Là, au départ, nous avons fait des tournées dans tous les villages. Nous avons demandé aussi l'appui des autorités, que ce soit gouverneur, préfet, sous-préfet, conseil départemental, maire. Tout le monde a été impliqué dans cette recherche parce que tout le monde sait que si l'État et les populations veulent pouvoir rester et vivre dans les villages, il faut que les activités économiques perdurent dans ces villages. Et dans ces villages, l'activité économique, qu'est-ce que ça peut être si ce n'est pas l'agriculture? Alors, vous avez abordé la question tout à l'heure en parlant de remboursement. Comment se traduisait le soutien aux petits exploitants agricoles? Comment ça s'est traduit dans le cadre du Prodiag? Alors, dans le cadre du Prodiag, l'État n'apporte qu'une subvention. Cette subvention, elle touche beaucoup d'aspects dans la mise en œuvre de l'activité. Il y a d'abord l'aménagement de la parcelle. Cet aménagement, en zone forestière, ça va être couper à la tronçonneuse les arbres sur l'espace qui a été délimité, les débiter pour qu'ils puissent pourrir plus rapidement. Et donc ça, c'est la première partie, l'aménagement. Ensuite, la deuxième partie, c'est la fourniture du matériel nécessaire à la production. Donc, le petit outillage qu'utilisent les agriculteurs. Et dedans, il y a aussi les semences. La troisième, c'est justement les semences, les intrants agricoles, tout ce qui est intrant, donc semences, engrais, produits de traitement et autres. Pourquoi le non-remboursement des crédits? Pourquoi pensez-vous que le remboursement peut causer des questions de rejet du projet à ce niveau? L'IGAD, il y a 23 ans, avait commencé son activité en prévoyant justement que l'aménagement était remboursable, mais qu'il permettait après à la personne d'être propriétaire de son espace. Qu'est-ce qui a cloché? Cette activité devait durer 3 ans. Rembourser l'aménagement. Voilà, pour rembourser cela. Et je peux vous dire que 23 ans après, nous avons toujours des remboursements sur ce premier projet. Face à cela, nous sommes dit en plus que ça générait un autre type de problème. C'est que si on a un crédit à récupérer, les gens ne nous voient plus comme des conseillers agricoles, mais comme des récupérateurs de crédit. Donc, et quelle était leur attitude? Mais soit les gens peuvent se cacher lorsqu'on passe pour des réunions de formation, soit
ils peuvent minimiser leurs ressources pour justement ne pas avoir à rembourser tel ou tel aspect. Donc, le conseil est totalement faussé parce qu'il se base et sur des données techniquement, économiquement fausses, et d'un autre côté, sur le fait que la population, quelquefois même, ne cherche pas à voir son conseiller. Donc, de notre côté, nous avons préféré nous dire il y a certaines choses qu'on ne va pas financer, mais qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'activité. Et cette chose-là, la personne l'apporte par elle-même. Question simple, lors du PRODIAC, il fallait faire quoi pour bénéficier du projet? Une demande et la personne, l'exploitant, comment ça se produisait? Un peu de mots. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, au niveau de la demande, on analyse pour voir déjà la motivation. Quand, dans le dossier, il apparaît que la recherche d'une activité est une recherche à l'échec. J'ai essayé ça, ça n'a pas ainsi de suite. Ça ne montre pas vraiment que la personne s'accrochera à une activité. Donc, il y a déjà la motivation, puisque ce que l'on cherche avant tout, c'est à éviter le désistement. Parce que tout désistement, malgré tout, même si une partie de l'investissement est préservée de la façon dont on agit, toute la formation que l'on développe devient perdue à partir du moment où la personne se désiste. Donc, il y a cette motivation. Il y a après, au niveau, avant que l'activité ne commence, on a présélectionné un ensemble de dossiers. Mettons qu'il y ait besoin de 10 exploitants. On va en convoquer 15 à la formation. Cette formation est théorique et pratique. Et à la fin de cette formation, ce sont les 10 meilleurs qui sont sélectionnés pour être installés. Donc, à ce moment-là, il y a un contrat qui est passé avec eux. Ce contrat définit les conditions de travail sur place. C'est compris. Nous allons aborder le temps. Il nous reste 7 minutes à peu près à gérer. Nous allons parler un peu du PRODIAC en 2015. Pendant ces 5 minutes, vous sortez d'une réunion où il y a des comités provinciaux du PRODIAC donc, qui exécutent le projet dans chaque province. Quel est le bilan global en 2015, autant pour moi, pour l'exécution de ce projet? Alors, au niveau des objectifs opérationnels, nous sommes à peu près à 80% d'engagement. Ce n'est pas qu'ils sont totalement mis en œuvre, mais à partir du moment où ils sont engagés, c'est qu'ils sont dans le processus de mise en œuvre. Donc il y a encore une vingtaine de pourcents qui n'est pas tout à fait engagé, mais pour lequel ils sont déjà repérés et pour lequel les dossiers d'appel d'offres sont en cours de préparation. Nous pensons qu'à terme, à titre objectif de mise en place, d'ici le mois de mars 2016, ces objectifs-là seront atteints. Donc que ce soit dans l'ensemble des provinces. Donc le projet, le PRODIAC continue. Vous visez pour les exploitants, pour le maraîchage, l'installation de 140 exploitants. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelques chiffres d'affaires résultant de chaque activité, grosso modo, une idée de grandeur? Tout à l'heure, je le disais, pour le maraîchage, on est autour de 450 000 par mois, sachant que, pour aller vous montrer un extrême, nous avons un ancien maraîcher qui, après, avait trouvé que la surface était trop petite sur l'espace qui lui était réservé, est sorti et puis maintenant développe une activité à un chiffre d'affaires de pratiquement 2 millions par mois. Au niveau de l'élevage, le revenu moyen pour les élevages que l'on a est autour de 800 000 francs par mois. Et là encore, pour vous donner un extrême, il y a un des éleveurs que nous avons appuyé, qui aussi a quitté les sites qui sont un peu des cités. Nous ne vidons
jamais un exploitant à partir du moment où il travaille. Mais il y a une aspiration chez certains exploitants à augmenter le chiffre d'affaires. Exactement. On a dans le lot, il y en a qui se satisfont de rester sur place parce qu'on continue à apporter sur place les conseils et tout ça, et puis leur petit revenu leur suffit. Et il y a des vrais entrepreneurs, et ces vrais entrepreneurs développent d'une façon très importante leurs activités. Au niveau de l'élevage, on en a un, comme je vous dis, qui a un chiffre d'affaires de l'ordre de presque 10 millions par mois. 10 millions par mois, quels sont les principaux types d'élevage que vous développez? Alors, il y a deux élevages principaux actuellement qui sont développés. Ce sont les pondeuses, et vous devez savoir que dans le pays maintenant, il y a à peu près autosuffisance de la production en œufs. Il y a l'élevage de porcs, pour lequel c'est principalement la ceinture verte qui a des élevages. À l'intérieur du pays, le développement de l'élevage est confronté à deux types de problèmes. Le premier, c'est que, comme je le disais tout à l'heure... Monsieur Pomarel, oui. je pense que je vais vous proposer quelque chose. Oui. 2015, il y a eu tellement de chiffres. Je pense que pour le premier trimestre 2016, il y aura à dire. Je propose que, si vous le consentez, nous enregistrons une émission où nous allons voir en détail ces chiffres d'affaires, ces rendements, c'est ce que nous avons promis aux téléspectateurs. Oui. Donc, nous allons enregistrer une deuxième émission, un deuxième passage, pour détailler justement la capacité de la petite agriculture à produire des revenus. Nous avons une tradition, quand vous êtes notre invité, c'est de quelques mots. Il nous reste 1 minute. Si en 1 minute, vous pouvez écrire quelque chose pour nos téléspectateurs, pour les Africains que vous suivez. Alors, l'agriculture est un métier d'avenir qui doit permettre à un jeune de vivre avec son temps. Monsieur Pomarel écrit ceci, l'agriculture est un métier d'avenir qui doit permettre à un jeune africain de vivre avec son temps. Merci de nous avoir été fidèles. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un prochain numéro de Cette économie. Restez en compagnie des honneurs émissions sur Canal 7. À bientôt.